Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On dit tout sur Médien TV. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois et bien sûr que j'ai deux sujets pour vous. D'abord, nous allons parler de développement personnel, mais en s'attaquant à nos failles. Peut-on s'améliorer? Peut-on les repérer? Faut-il les supprimer? Au contraire, on doit en prendre soin? Eh bien, beaucoup de questions à discuter avec nos spécialistes. Ensuite, on va parler des bobos de l'hiver chez les tout-petits. Et ça, c'est avec un pédiatre. À tout de suite. Nul n'est parfait. Qu'est-ce qui se cache derrière cet adage? Faut-il s'en débarrasser ou au contraire l'accepter? Eh bien, on en parle ce matin avec deux professionnels. Madame Fatima El-Hesni, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes coach en développement professionnel. Merci d'être là. Merci à vous. Et docteur Hachem Tiel, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes Bonjour psychiatre. tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on y va pour cette histoire de failles. Souvent, quand on parle de développement personnel, on se concentre sur ce qu'il y a de mieux en nous pour le cultiver. Or, certains spécialistes, et notamment vous, Dr Hachem Tiel, vous dites attention, il ne faut pas négliger nos failles. Elles ont toute leur importance dans notre construction et dans la construction de nos rapports avec notre entourage et notamment dans notre développement professionnel. Les failles, qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, les failles sont une solution, c'est un compromis entre la manière avec laquelle nous avons construit notre personnalité et la façon avec laquelle cette manière de construire notre personnalité a pu se confronter à la réalité. Je veux dire par là que quand on est enfant, on a une tête qui est vierge dans laquelle s'enregistre tout. Et s'enregistre tout c'est quoi? Tout, ce sont nos automatismes de fonctionnement. Nos automatismes, parce que nous sommes censés fonctionner de manière automatique. Alors comment est-ce que ça se fait? Ça se fait à travers ce que nous avons récupéré de nos parents, ce qui est génétique, et ensuite à travers la confrontation dans la construction de notre personnalité à la réalité. Ça veut dire que c'est une interaction permanente qui s'opère entre l'enfant et son environnement, bien évidemment d'abord sa mère, et ensuite le reste avec tout ce qu'il y a comme frustration, tout ce qu'il y a comme expérience traumatique, tout ce qu'il y a comme expérience positive. Et tout cela va déterminer une façon d'être, une façon de vivre nos expériences de vie à l'âge adulte, qui va être donc déterminée par tout cela et qui sera faillible. Faillible en ce sens qu'il y aura forcément des failles parce qu'on ne peut pas construire notre personnalité de la manière la plus parfaite qui soit, parce que la perfection ne peut pas exister en la matière. Et c'est à partir de là, quand on est adulte, que confronté à des situations quelles qu'elles soient, on essaye de s'adapter, parce que c'est le propre de l'être humain, on essaye d'être dans une sorte de jeu de rôle, on essaye d'être ce qu'on a envie d'être, on y arrive bien, moyennement, ou pas du tout. Et ça c'est important, parce que cette interaction que nous avons avec notre environnement, qui va pouvoir laisser transparaître un certain nombre justement de failles. Alors les failles, c'est les faiblesses? Les failles, c'est ce qui ne nous permet pas d'être ce que nous aurions tellement aimé être dans certaines situations. Hein, ça peut être, il y a une infinité de choses en la matière. Et ça parle à tout le monde. Je vais dire sans exception, parce que on est forcément appelé à un moment ou à un autre à être confronté à une situation à laquelle nous apportons une réponse non satisfaisante qui va amener par la suite à ce que des remords ou des questionnements par rapport à ce que nous aurions tellement Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi faire. Les lacunes, les faiblesses? Est-ce que c'est ça, les failles? Ça fait partie, mais ça fait partie parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Et heureusement que nous sommes des êtres imparfaits, parce que à travers ces imperfections, nous allons nous développer. Vous savez, nous nous développons du début de notre vie jusqu'à la fin, contrairement à ce que l'on pense. Et c'est un apprentissage permanent, toujours dans cette interaction. Interaction qui va, il faut le savoir, cette interaction va systématiquement être en rapport avec toutes les interactions par lesquelles nous sommes passés. Nous sommes des êtres extraordinaires, nous sommes juste fabuleux. Je vous en parle, c'est le psychanalyste qui parle et non pas seulement le psychiatre, parce que nous ne sommes pas programmés tout simplement. C'est pour ça qu'on va y revenir par rapport au quotidien.
coaching. On va bifurquer vers le monde de l'entreprise, parce qu'on va dire c'est un petit peu celui qui pardonne le moins et dans lequel on a besoin d'être constamment performant. Quelle est la place des failles justement dans le milieu professionnel, Fatima El-Hasni? Je vais rebondir par rapport à la question donc, que tu avais posée. Est-ce que c'est une faiblesse? Oui. Alors dans le jargon professionnel, on parle beaucoup et on préfère dire les domaines d'amélioration. Bien sûr, ce sont des défauts, mais en fait, elles viennent d'où? Bien sûr, ces petits défauts, on va dire, ce sont des choses qui ont été en fait, qui ont participé à la construction de notre personnalité. Donc, c'est depuis notre enfance. Donc, comment on a été éduqué, comment est-ce qu'on a, le système de l'enseignement, de l'éducation, l'école, l'entourage, la famille. Donc, c'est ça qui fait que, comme a dit le docteur, nous adoptons un style de comportement. Et ce style de comportement, malheureusement, on l'observe donc dans le milieu professionnel. Et ces petits défauts ou ces failles ou ces domaines d'amélioration, en fait, elles sont dans le domaine professionnel, on les voit. Elles sont observables et elles ont un impact sur la performance, donc, notamment. Et bien sûr, le monde professionnel, il est exigeant et il attend la performance. Donc, il pardonne moins. Il pardonne moins ces petits défauts, surtout parce que quand on parle de faille, il faut la mettre dans un contexte, dans un environnement. Bien sûr, personne n'est parfait. Chacun a des défauts, chacun a des domaines d'amélioration. Mais est-ce qu'on est obligé de travailler sur toutes nos failles, sur tous nos défauts? Ça ne va pas être possible. Mais c'est-à-dire que dans l'accompagnement professionnel, on se dit qu'il faut il faut parler du contexte, de l'environnement, notamment donc quel métier j'exerce et quelles sont peut-être les failles qui vont me poser problème dans l'exercice de mes fonctions. Et bien, quand on veut faire de l'accompagnement, quand on veut travailler sur ces domaines d'amélioration, on va se concentrer sur celles qui sont en relation avec le travail, parce que ça ne va pas être possible de travailler sur celles qui sont en relation avec le travail, mais elles émanent de ma structuration à moi en tant qu'individu, hors contexte professionnel. Ça commence dès l'enfance, vous l'avez dit, docteur Hachem Tiel. Or, le milieu professionnel, on a l'impression qu'il fait cette dichotomie entre la vie professionnelle et l'autre vie, la vie privée, comme si c'était deux mondes complètement différents. Sauf que ce que je suis, c'est ce que j'apporte dans mon milieu professionnel. Quand on me dit non, il faut te comporter en professionnel, ça veut dire quoi justement, Fatima El-Hasni? Ça veut dire quoi se comporter en professionnel? Alors, je pense que quand même les mentalités, donc notamment dans l'entreprise, dans le milieu professionnel, ont beaucoup changé. Parce que quand on attend de la performance, c'est-à-dire qu'il faut aussi favoriser l'environnement qui va donner la performance. On ne peut pas exiger d'une personne qu'elle soit performante dès son intégration. Bien sûr, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner pour qu'elle soit performante, donc notamment en favorisant toutes les conditions donc, qui vont pousser ou qui vont amener la personne à devenir plus compétente et à devenir plus performante. Docteur Hachem Tiel, être professionnel, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Vous savez, je vais vous dire ce que ça sous-entend. Être professionnel, ça veut dire être conforme à notre job description. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conforme à ce que nous sommes censés être pour être le plus performant possible dans une situation donnée qui correspond à nos attributions de tâches. Oui. D'accord? C'est vraiment la définition. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, nous comparons ce professionnel à un concept que je n'aime pas du tout, qui est celui de l'homme-machine. D'accord? Cet homme-machine qui doit développer ses compétences, qui doit apporter de plus en plus, qui doit avoir un rendement de plus en plus important, sauf que malheureusement ce n'est pas une machine. L'homme ne peut pas être une machine. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a toute sa subjectivité, il y a tout ce qui fait l'humain qu'il est. Voyez-vous, il y a tout ce qui fait l'humain qu'il est. Et c'est ça qui est important, et c'est ça dont on doit tenir compte. Vous savez, on peut améliorer des choses. Alors, il faut quand même, je vais me permettre de dire des petites choses. Quand on est dans un métier particulier, notre subjectivité ne peut pas être mise de côté, elle existe parce que c'est notre histoire. Alors ensuite, on essaye d'améliorer les performances. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre ami à mes côtés, parce qu'on essaye d'améliorer un certain nombre de choses, mais ceci s'il y a chez cette personne-là possibilité d'améliorer. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de soigner quelqu'un, d'accord? Parce que dans la subjectivité, il
il y a tout ce qui est tentative, je l'ai dit tout à l'heure, d'arriver à fonctionner malgré ce qui dysfonctionne en nous. Alors, si on n'y arrive pas, il peut y avoir des problèmes psychologiques derrière qui se doivent d'être soignés. On va en parler justement, mais le milieu professionnel ne laisse pas le temps à tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le monde du travail, ça va tellement vite qu'on ne s'arrête pas sur l'individu, sur la subjectivité. Oui, mais c'est l'homme-machine, encore une fois, et c'est tout le drame dans lequel on est. Si on enlève, si on ôte de cette personne toute sa subjectivité, on ne lui donne pas la possibilité justement de développer ses compétences. Quand on fait du coaching en entreprise... Vous intervenez aussi en entreprise. J'ai beaucoup fait d'interventions dans la gestion du stress en entreprise. Et ce qui est important, c'est vraiment d'arriver, on cible un certain nombre de choses, de ce qui peut être modifié. Parce que qu'est-ce qu'on fait en fait, hein, ce que moi je faisais en tout cas personnellement, c'est que j'amenais les gens, d'amener les responsables et les collaborateurs à se rendre compte d'un certain nombre justement de failles et d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'elles pouvaient être améliorables. Vous savez, des choses très simples, la gestion du temps, tout simplement. Il y a des gens qui ne savent pas gérer le temps. Et quand on leur donne la possibilité simplement de faire un planning à peu près convenable, on y arrive. Les relations entre confrères, entre collègues, hein, il y a des possibilités des fois de permettre à ce qu'il y ait un échange d'informations ou simplement des moments où ils peuvent échanger autour de jeux qui peuvent permettre de dépasser beaucoup de choses. Ceci pour dire qu'on essaye de trouver simplement des outils qui peuvent permettre, en tenant compte de la subjectivité de l'individu, qui peuvent permettre à ce qu'on dépasse des dysfonctionnements au niveau de l'entreprise. Et là, on va être de plus en plus proche. C'est toujours de l'améliorable, mais encore une fois, n'oublions pas que l'homme n'est pas une machine. Alors ça, c'est l'analyse du psychiatre, l'analyse du coach par rapport à l'amélioration des domaines. Vous en avez parlé tout à l'heure, Fatima El-Hasni. Oui. Ce que le psychiatre appelle faille, le coach l'appelle domaine d'amélioration. Oui. Alors justement, ces domaines d'amélioration, comment vous procédez? Est-ce qu'il y a véritablement, en toute honnêteté, cette prise de conscience de la subjectivité et des failles? Comment vous organisez pour le travail? Alors, dans le milieu professionnel, donc c'est soit, par exemple, une personne qui est en poste. Donc, soit elle-même, elle est consciente qu'elle doit améliorer certaines compétences parce que elle a un blocage. Je vais donner un exemple plus concret. Quelqu'un qui est amené à intervenir, on va dire, chez les clients, il va faire des présentations d'un produit ou d'un service, etc. La personne, elle a un problème de prise de parole. Et elle n'est pas à l'aise dans la prise de parole en public, etc. Donc, si elle est confrontée aux premiers exercices, donc elle va se rendre elle-même, elle va se rendre compte qu'elle a des difficultés à faire une présentation devant un client ou devant un public. Donc, soit c'est la personne qui est elle-même consciente du problème, soit c'est l'entreprise, c'est le management, c'est le responsable qui va détecter que cette personne a un problème quelque part qui est en relation par rapport à ses activités. Okay. Et donc, c'est intéressant que ce soit d'abord la personne qui est consciente parce que donc, nous, quand on parle d'accompagnement, on part du principe que pour accompagner une personne à développer un comportement, à changer un comportement, c'est important que ça vienne d'abord de la personne, qu'elle soit consciente et qu'elle ait la motivation. Mais maintenant, c'est aussi intéressant et important que l'environnement professionnel, donc l'entreprise, soit aussi consciente que la personne a une faille. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est quand elle lui donne la possibilité de changer, de modifier. C'est-à-dire, elle va lui donner soit des solutions, soit lui mais par exemple, cette faille-là de problème de prise de parole, oui. C'est une faille pour l'entreprise, pour l'individu. Donc, par rapport à un poste, j'ai bien parlé du contexte, c'est très important. Mais est-ce que cette faille est plus profonde que est-ce qu'elle elle est plus profonde dans l'individu, dans sa construction, et elle apparaît pour le psychiatre dans la prise de parole? Est-ce que c'est plus profond que la simple prise de parole? Oui, forcément. J'ai beaucoup aimé l'exemple parce qu'il est très parlant. En ce sens que, et je vais aller un petit peu plus loin, effectivement, quand on est devant quelqu'un, un responsable qui doit développer quelque chose, devant une assistance, dans ce cas de figure-là, cette personne va être
qu'est-ce qui va se passer en elle? Ça va réveiller des choses en elle qui sont de l'ordre de l'insupportable et qui va l'empêcher d'être ce qu'il a envie d'être, ce que cette personne, ce qu'elle a envie d'être, et parce qu'il y a l'angoisse qui le bloque. C'est une angoisse inhibante, c'est une angoisse bloquante. Alors, dans ce cas, il faut en faire effectivement le constat et voir quel aménagement trouver. On peut trouver des aménagements quand c'est pas compliqué, quand c'est simplement quelques petites choses, quelques petites orientations. Alors, absolument, quand il y a le potentiel, quand on donne des petites orientations qui ciblent la personne en question et qui ciblent également l'environnement qui va l'accueillir. Alors, à partir de là, on peut aider. Mais bon, là où le problème se pose, c'est que quand on sait que c'est quelque chose de l'ordre du phobique, c'est quelque chose de l'ordre de vraiment l'insupportable. Donc là, il y a d'autres réponses à apporter qui elles, sont du registre du travail psychologique. Absolument. Vous avez déjà rencontré ce type de personnes, Fatima? Oui, bien sûr. Des personnes phobiques, carrément. Des personnes phobiques, non, personnellement, non. Pas, okay. Mais c'est important de faire cette distinction, notamment dans le coaching professionnel, quand on est sollicité, pas par l'entreprise, mais d'une manière directe par la personne elle-même, c'est important de faire ce constat, ce diagnostic, parce que nous avons des outils qui nous permettent d'abord de faire un premier travail d'exploration, de discuter avec la personne, de se faire aider par des profiling, et on fait le constat. Est-ce qu'effectivement la personne, c'est-à-dire c'est juste qu'elle n'a pas les techniques, qu'elle n'a pas les outils, et pas uniquement dans cet exemple de prise de parole en public, on peut citer beaucoup de failles en relation avec le travail. Si on voit qu'il y a de potentiel et qu'il n'y a pas un problème très profond, oui. Bien sûr, là, on accompagne la personne parce que ça relève de nos compétences. Mais à partir du moment où c'est ça que, c'est-à-dire que ce point-là dans le coaching est très important. Il faut que le coach ou celui qui va accompagner puisse faire cette différence quand ça relève pas de ses compétences. Mais bien sûr, il faudra orienter la personne vers les spécialistes. C'est très compliqué, ça. C'est très compliqué, mais les justement. Les glissements existent à n'en pas finir. Mais c'est pour ça que nous, on fait cette émission, parce que c'est une émission grand public, et donc les téléspectateurs peuvent être aussi en alerte par rapport à ça. Je vais préciser quand même, je crois que c'est important de bien dire de manière claire, et notre amie la Fatima à côté, elle l'a dit même avant l'émission, moi je suis dans le coaching entreprise, donc elle sait de quoi elle parle, elle veut parler de ce qu'elle domine, et je crois que c'est tout à son honneur, et ça serait tellement bien si c'était quelque chose de généralisé, mais c'est pas le cas, donc il faut quand même savoir que qu'est-ce qui se passe? En fait, un coach, il est confronté à un individu, souvent, que ça va dans le sens d'un accompagnement individuel. On fait un constat, ensuite on voit la personne et on essaye de l'aider. Mais le problème, c'est qu'il y a une interaction, il y a la fameuse subjectivité dont j'ai parlé. Et à travers cette subjectivité, qu'est-ce que fait le coach? Le coach, qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Il va pouvoir se laisser glisser à faire un travail psychothérapique dont il n'a pas la compétence. Et c'est ça le drame. Et je vous assure, tous les jours, je vois des gens qui ont suivis ou qui ont été aidés par un coach, et surtout ces fameux coachs de vie que l'on voit de plus en plus, qui sont en train de pulluler au Maroc. Et qui... Écoutez, ils ne sont pas là justement pour se défendre. Là, non, j'en parle parce que c'est important, puisqu'on parle au public. Il faut quand même faire la part des choses pour préserver nos citoyens d'un certain nombre de glissements qui sont hautement préjudiciables pour eux. Je crois qu'une émission comme celle-là sert aussi à ça. D'ailleurs, on a prochainement une émission sur le coaching mode d'emploi. Quelles sont les limites du coaching? Comment ça devrait fonctionner? Bravo de le faire, parce qu'il faut qu'on se rende compte, parce qu'on évite les drames, chère madame, on évite les drames. On travaille sur l'humain, effectivement. Absolument. Et oui, parce que il y a des fois où, simplement en faisant un constat et en orientant, on a rendu service comme pas possible à quelqu'un, mais on ne peut pas se laisser glisser, en sachant qu'on glisse très vite, parce qu'on est dans une relation, on est dans une subjectivité qui touche à l'autre. Le coach, pourquoi est-ce qu'il glisse? Parce qu'il est devant un humain qui est en souffrance, comprenez? Mais justement, qu'est-ce qui fait, par exemple, que le psychologue ou le psychiatre ne glisse pas? C'est son métier. Vous savez, moi j'ai fait 15 ans de psychanalyse avant de devenir moi-même psychanalyste. Voilà, expliquez aux téléspectateurs comment ça fonctionne avant de pratiquer. C'est un travail, C'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous avez déjà résolu vos problématiques, c'est ça? Je ne sais pas si on a résolu, en tout cas on les connaît à peu près et on a la capacité de les maîtriser, on a la capacité de ne pas se laisser aller dans cette intersubjectivité qui peut nous entraîner dans tout et n'importe quoi. Vous êtes outillé pour ça. Et oui, en tout cas, on reviendra sur le sujet du coaching, ça c'est vraiment programmé
programmé, coaching mode d'emploi, c'est important parce que les professionnels du coaching disent aussi que leur métier est parfois bafoué. Donc, on va essayer d'en débattre et de rétablir tout ça. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui également en milieu d'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de séminaires de développement professionnel et de développement personnel. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'entreprise reconnaît enfin les failles chez l'individu et veut l'aider à s'améliorer, ou au contraire, parce qu'elle se dit il faut que l'individu devienne encore plus performant, Fatima, honnêtement. C'est parce que vous savez, quand on parle d'une entreprise, d'abord, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche exactement le profit. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, elle est consciente qu'elle ne peut pas atteindre ce profit, surtout dans un environnement de compétitivité. Si l'entreprise veut être performante, il faut qu'elle ait les ressources qui sont performantes. Et pour avoir des ressources performantes, il faut leur favoriser, comme j'ai dit, un environnement qui va donner de la performance, la bonne productivité. Et donc, c'est quoi la performance? C'est d'abord que la personne ait le savoir et le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, c'est très important. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle est consciente, ça c'est bien. Mais l'individu aussi, il est conscient, parce que malheureusement, on n'a pas toutes les entreprises où c'est-à-dire qui sont conscientes, et donc quelque part on attend à ce que la personne elle-même puisse se prendre en charge. Et donc aujourd'hui, ce sont les gens, les personnes qui sont avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire en termes de publicité, de communication sur Internet, etc. Donc la personne, elle sait que elle a des outils, elle a des solutions pour être mieux et aussi pour être performant. Mais en fait, ces séminaires, ces nouveaux outils et méthodes, elles sont venus avec une bouffée d'oxygène et fort heureusement, parce qu'à un certain moment, il y a certaines personnes qui se disent je ne suis pas fait pour certains métiers. Je ne suis pas capable de développer telle performance. Et donc, ça donne un blocage à la personne pour évoluer dans son environnement professionnel. On se dit, c'est pas fait pour moi, je ne peux pas prendre la parole en public à l'aise, je ne peux pas développer mon leadership, ces métiers ne sont pas faits pour moi. Alors que donc aujourd'hui, ces séminaires ou ces styles d'accompagnement ou de méthodes ou d'outils donc donnent cet espoir que quand il y a un domaine d'amélioration, il peut être accompagné, il peut être changé, modifié. Ouais. Oui, docteur Hachemtiel, justement, par rapport à ce que disait Fatima, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est que souvent c'est pour être plus performant, pour arriver à un niveau de mieux-être professionnel, mais le bien-être dans tout ça. Je vous réponds. Je crois que les séminaires sont très intéressants parce qu'ils permettent à l'individu de prendre conscience d'un certain nombre de choses, en particulier de compétences en lui dont il ne soupçonnait peut-être même pas l'existence. Et c'est en cela qu'il me semble que c'est extrêmement important. C'est vraiment une prise de conscience, d'accord, en dehors des outils qu'on essaie de développer quand il y a des petites failles. Et donc c'est essentiel. À côté de ça, vous avez soulevé quelque chose qui me tient à cœur, c'est le bien-être. Il faut quand même entendre qu'un investissement sur le capital humain de l'entreprise est toujours bénéfique pour l'entreprise, même au niveau de l'optimisation de ce qu'elle fait, au niveau du rendement, et donc ça leur fait gagner de l'argent. Donc, messieurs les chefs d'entreprise, mettez de l'argent dans le bien-être de vos salariés. Tout le monde y gagnera, vous comprenez? Mettre l'argent dans le bien-être du salarié, ça passe par cette histoire de faille. Oui. Revenons en fait au tout début du sujet. Les failles, ça fait partie de la construction de l'individu. Ça fait partie c'est ce qui régit également son interaction avec son environnement et notamment son environnement professionnel. Alors, on en prend conscience. Est-ce qu'il faut penser les failles ou bien au contraire, il faut en prendre soin, c'est-à-dire reconnaître, prendre la main de la faille? Il faut simplement que la faille ne constitue pas un handicap. Voyez-vous, c'est tout le problème du normal et du pathologique. Où est le normal, où est le pathologique? Donc, quelle est la limite de chacun? Et ça, c'était la grande question. On peut en débattre pendant des heures. Mais le problème, il est dans quelle mesure est-ce que quelque chose qui dysfonctionne en moi va constituer un handicap. Moi, je dis souvent aux gens que s'ils ont des problèmes, ce n'est pas grave à partir du moment où ça ne constitue pas un handicap dans leur épanouissement social et professionnel. Je vous donne un exemple. Une femme qui a peur d'un cafard, c'est pas grave. Alors c'est aussi une phobie, vous comprenez, c'est aussi une peur. Et il y en a d'autres comme ça, des exemples à l'infini. Donc la règle, elle est pour moi,
voyez dans quelle mesure est-ce que ce qui dysfonctionne en vous, dont vous avez pu prendre conscience, et c'est là où c'est intéressant de s'interroger à travers des séminaires, dont vous avez pu prendre conscience, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment se doit d'être aidé ou pas? Mais justement, par exemple, dans la relation avec les collègues, c'est-à-dire vous avez donné l'exemple du café, mais on va aller vraiment dans un truc, dans la relation avec les collègues ou avec sa hiérarchie. Quand, par exemple, je reçois un ordre et que je réagis mal, mais je ne comprends même pas pourquoi je réagis mal. Mais pour vous, le spécialiste, c'est parce que ça réveille en moi quelque chose. Est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai la possibilité d'en prendre conscience ou pas, ou finalement je me retrouve dans une forme de réactivité, de réaction, je ne suis pas bien, je suis en colère, mais je ne sais même pas pourquoi. Je n'accepte pas l'ordre. Vous savez, toute réaction, toute réponse à une situation, toute sans exception aucune, se fait à travers le prisme de notre histoire personnelle. D'accord? Donc, toute situation, je suis devant vous, toute la manière avec laquelle je vous vis est quelque chose qui va m'amener à être interpellé sans m'en rendre compte, c'est ces fameux inconscients, à travers toute mon histoire personnelle. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le prisme de mon histoire personnelle, qui va m'amener à avoir une réaction donnée. Cette réaction va pouvoir être problématique, je vais pouvoir être mal à l'aise devant certaines personnes, je vais pouvoir mal prendre simplement une critique devant un certain nombre de personnes. Ça, ce sont des problèmes que l'on a à gérer au quotidien dans l'entreprise. Alors là aussi, c'est pareil, c'est dans quelle mesure est-ce que ce problème est handicapant ou pas. On revient sur ce pan en particulier juste après la pause, si vous le permettez. Merci beaucoup de votre présence avec nous, Fatima El-Hasni, Dr Hachem Tiel. Et on va parler également, juste après donc le break, on revient sur ce sujet, on parlera également des bobos de l'hiver chez les tout-petits avec le Dr Madani. À tout de suite. Allez, retour sur cette thématique des failles. Le développement personnel ne doit pas occulter nos failles qui se sont structurées en nous en quelque sorte. Et on en parle surtout d'un point de vue du milieu professionnel avec vous, Fatima El-Hasni, et avec vous, Dr Hachem Tiel. On enchaîne justement, vous disiez, par rapport à ce souci on va dire, de problème avec la hiérarchie, par exemple, ou lorsqu'on me donne un ordre et que je ne le supporte pas, quelque chose de physique se passe en moi, je ne comprends pas pourquoi et je réagis mal. Et donc ça, c'est une situation que beaucoup de personnes peuvent vivre dans le milieu de l'entreprise, qui sont problématiques, et vous disiez, mais il faut aussi se poser la question jusqu'où c'est handicapant. Mais c'est handicapant en matière de relationnel, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il y a des niveaux, hein, il y a des niveaux. Pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est dans quelle mesure est-ce que cette situation va réveiller en moi une angoisse qui me bloque, par exemple. Hein, et cette angoisse, il y a des niveaux d'angoisse, vous comprenez? Ça veut dire que si je suis dans une situation où cette angoisse va me bloquer complètement, ça veut dire qu'il faut absolument que je me soigne. Si c'est quelque chose qui va simplement générer du mal-être en moi et je vais pouvoir laisser tomber, quitte à revenir par la suite et continuer avec mes occupations quotidiennes dans des conditions normales, ce n'est pas problématique. Il y a un niveau d'angoisse qui va être plus ou moins élevé, un niveau de mal-être qui va, lui, encore une fois, être lié à la manière avec laquelle inconsciemment je vis la situation. Ce qui est important, c'est de savoir que nous ne réagissons jamais d'une certaine manière pour rien. Mais en même temps, ce qui est problématique, c'est que même si nous ne réagissons pas pour rien, nous ne savons pas pourquoi nous réagissons comme ça. Mais justement, Fatima El-Hasni, est-ce qu'on vous en parle de cette histoire, notamment de quand la personne reçoit un ordre et qu'elle réagit mal? Est-ce que vous avez à gérer ce genre de problématique en milieu d'entreprise? Déjà là, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a tendance à toujours réagir de la même manière ou est-ce que ça dépend de certaines situations? Notamment, est-ce que la personne n'a pas été provoquée ou est-ce qu'il n'y avait pas un cumul pour que la personne, c'est-à-dire elle avait patienté, elle a toujours eu un bon relationnel, mais voilà, on ne la respecte pas, on la provoque, à un certain moment, quand il y a un cumul, peut-être que la personne va Donc mal vous faites un diagnostic
dramatique de la situation? Là, c'est une, un cas précis. Là, c'est une situation. Mais nous, quand on travaille sur un diagnostic, notamment quand on fait les bilans de compétences, les bilans de profiling, on les fait, mais pas uniquement pour une situation. On travaille vraiment, on fait vraiment un travail sur l'environnement, la situation de travail, sur les compétences qui sont demandées pour. Tout à l'heure, vous avez parlé de job description, voilà. C'est-à-dire les compétences qui sont demandées pour ce travail. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles ne sont pas là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne puisse développer les compétences qui sont en relation avec le travail. Donc là, on fait un profiling. Maintenant, le profiling, c'est important de faire ce diagnostic pour dire, par rapport à ce poste-là, voilà les domaines qui sont forts, les points qui sont forts, voilà les domaines qui doivent être chez l'individu. Exactement, chez l'individu. Mais c'est toujours par rapport à une situation, par rapport à un travail. On ne peut pas dire une personne a des défauts, a des failles. Oui, des failles, oui, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire que quand on veut par la suite faire ce travail d'accompagnement, on va concentrer toute notre énergie, et notamment l'énergie de la personne, sur les choses qui sont en relation avec le travail, avec le poste directement. Parce qu'elle ne peut pas développer des énergies pour travailler sur plusieurs axes en même temps. On va travailler peut-être, et on va les classer par ordre de priorité. Ce domaine de compétences, il est classé, peut-être il a une priorité plus importante et un niveau d'urgence par rapport à d'autres, parce que ça peut constituer un handicap, parce que ça freine la personne dans son évolution, parce que ça ne lui permet pas de faire convenablement son travail, etc. Donc là, c'est vraiment une démarche de profiling pour dire, voilà, vous avez les domaines à travailler, mais vous avez aussi des points forts. C'est important. C'est important de faire aussi, et de mettre la personne en confiance, de focaliser aussi sur ses points forts. Parce que pour peut-être travailler certaines failles, on a besoin de ces points forts, de ces compétences. C'est en fait une petite zone de confort, en quelque sorte. Oui, on l'a tous, exactement. Et on ne peut pas focaliser, pour l'accompagnement, on ne focalise pas que sur les failles. Alors, docteur Hajemti, pour vous, quelle est l'importance, en fait, pour le manager d'être conscient de ses failles, pour avoir cette indulgence? Quelle est l'importance d'être conscient de ses propres failles? Oui. Alors, pour le manager qu'il est conscient de ses propres failles pour manager les failles des autres, parce que c'est ça la question, je pense que dans l'absolu, toute personne qui a une responsabilité et qui a à interagir avec les autres, il est toujours important qu'il ait fait un minimum de travail sur lui-même, parce que cette interaction avec l'autre va forcément amener la personne qu'il est à développer un certain nombre de réactions qui pourraient être préjudiciables pour l'entreprise, préjudiciables à l'exercice de ses responsabilités. Donc c'est en cela que c'est intéressant. Parce que cette fameuse histoire de subjectivité, vous savez, on regarde le prisme de notre histoire nous permet, on ne voit que ce que le prisme de notre histoire nous permet de voir. Et c'est tout le problème. On peut ne pas voir un certain nombre de choses, et on peut voir d'autres choses avec un miroir grossissant. C'est l'interprétation? C'est de la perception subjective. L'interprétation, c'est encore autre chose, parce qu'on n'en est pas encore là. C'est simplement au niveau du ressenti. Quand vous voyez un chef d'entreprise vous dire ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à l'accepter dans mon entreprise, pour ne pas employer d'autres mots. Voyez-vous? Et ça, on le voit souvent. Souvent, il y a des collaborateurs de chefs d'entreprise qui viennent me voir et me disent « mais je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas ». Mais ça relève de quoi? Ça relève de la subjectivité non élaborée, non travaillée par ce chef d'entreprise. Parce que nous ne pouvons pas ne pas aimer ou aimer. Aimer ou ne pas aimer quand on est responsable, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer. Mais justement, ça nous ramène à cette histoire de professionnalisme. On n'est pas là pour aimer ou pas aimer, mais malheureusement, notre construction d'individu et de l'humain fait que nous sommes subjectifs. C'est un leurre. C'est un leurre que de croire en cette histoire d'être professionnel à 100%. Ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des machines. C'est une dichotomie totale entre... Ce n'est pas possible, nous sommes des machines. Et il faut le savoir. Si nous ne le savons pas, nous ne nous en rendons pas compte, qu'on s'en rend pas compte. Et c'est très problématique, parce que quand un chef d'entreprise vous dit, l'exemple que je vois très souvent, qu'il ne peut pas voir cette personne, quand il la voit le matin, il est mal à l'aise.
il y a un problème. Donc c'est lui qui doit travailler sur lui, c'est pas la personne en question. Hein. Et lui doit se demander qu'est-ce qui fait que cette personne, qu'est-ce qu'elle réveille en moi. Il va pas trouver tout seul. Non, cette question de manager, elle est importante parce que effectivement, la relation managériale dans l'entreprise, elle est très importante. Et c'est important que celui qui est amené à occuper un poste donc, dans lequel il doit travailler avec les autres, et plus encore quand il veut les manager, il faut cette conscience qui va travailler avec des personnes différentes. C'est important. Et que, comme vous avez dit, on n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer, mais on se doit de comprendre comment fonctionnent les différents types de personnalités dans une entreprise. C'est important de comprendre mon équipe qui est stable, qui est autoritaire, qui est conformiste, qui est dans l'influence. C'est important parce que c'est comme ça qu'on peut manager une équipe, c'est comme ça qu'on peut la motiver. C'est d'abord de comprendre les différentes fonctionnalités des uns et des autres, parce que c'est à partir de là où on peut les motiver, on peut les fidéliser. J'ai l'impression dans ce cas-là, avant d'avoir une promotion, il faut faire passer un test psychologique à la personne qui va manager. Parce que Yasmine, tu mets le point sur quelque chose de très important en entreprise, c'est que parfois on va donner des promotions ou des postes de responsabilité à des personnes qui ont un savoir et un savoir-faire technique. Oui. Mais un poste de responsabilité, ce n'est pas ça. C'est manager des hommes, c'est de pouvoir les motiver, les fidéliser, c'est avoir un certain leadership. Donc ça, il faut préparer la personne et ne pas se contenter de la préparer d'un volet technique uniquement. Ça ne peut pas être possible. Parce que quand on veut avoir cette performance, donc notamment, il nous faut des actions, il nous faut des objectifs, il faut les atteindre. Et quand on n'est pas bien armé, donc avec des équipes, on ne peut pas y arriver. Est-ce que ça, c'est la grosse erreur, on va dire, du milieu professionnel, notamment chez nous au Maroc, c'est véritablement cette dichotomie entre le privé et le professionnel, et finalement on pense performance technique et non pas humaine. Oui, on a cette tendance de se focaliser uniquement sur la performance technique, notamment, et ça commence dès le recrutement. Dès le recrutement, est-ce que toutes les personnes en entreprise, notamment qui font du recrutement, est-ce qu'elles sont bien préparées à évaluer les compétences d'une personne? Non, donc ça commence à partir de là. Est-ce que je suis bien outillée pour dire que telle personne a du potentiel, que telle personne... parce que quand on intègre, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'est pas forcément performant à 100% dès le départ. On n'est jamais performant à 100%. Mais maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien formé pour pouvoir évaluer ce potentiel qui est en moi, qui va me permettre d'être performant à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors juste pour ne pas faire aussi cette séparation au niveau de l'émission entre le privé et le personnel, vous l'avez dit en début d'émission, Dr Hachem Tiel, la personne a en elle cette capacité de jongler avec ses failles et donc faire de son mieux. Mais une personne qui va essayer de, entre guillemets, tenir le coup dans son milieu professionnel, forcément les failles vont devoir apparaître ailleurs, notamment dans la sphère familiale peut-être. Oui, c'est une manière pour l'individu de composer avec ses failles, composer, bien évidemment. Vous savez, on compose tout le temps. Nous ne faisons que ça, de composer avec ce que nous sommes et dans notre environnement. Le danger de composer, justement. Non, on est obligé. On compose. Là, on compose, là, tout de suite. Mais quand on a, par exemple, des femmes qui disent « Mais moi, mon mari, au boulot, c'est un rouleau compresseur, il travaille, il a le sourire avec tout le monde, et quand il rentre à la maison, il est complètement éteint. » Mais oui, mais ça, c'est un classicisme exaspérant et désespérant. Parce que nous sommes... Vous savez, il faut quand même, quand je parlais de composer, vous savez, on est tout le temps dans des jeux de rôle. Vous savez, nous ne sommes pas... Quand quelqu'un vous dit « Moi, je veux être moi-même tout le temps », oui, tu es toi-même tout le temps, mais tu es toi-même tout le temps en fonction de la situation. On ne peut pas être soi-même tout le temps. Et donc, quand on est au travail, nous sommes la fonction que nous avons. D'accord? Nous sommes une fonction avec tout l'humain qu'il y a dedans, dans cette fonction. Et c'est toute la problématique. Alors, ensuite, quand on sort, bien évidemment, du travail, on va se retrouver l'être social qui est avec des amis. Et quand on rentre chez soi, on va se retrouver l'être, le conjoint et le père de famille ou la mère de famille. Et là, le fonctionnement n'est plus le même. Cette composition ne va plus être la même. D'ailleurs, souvent, effectivement, on se retrouve avec des gens qui sont extrêmement performants en entreprise et qui, chez eux, lâchent tout
tout et ils deviennent odieux parce qu'ils sont autre chose. Ils sont le père ou la mère de famille avec d'autres, justement, d'autres failles, d'autres problèmes qui sont réveillés et révélés à eux dans cette situation particulière. Si tu permets, oui, bien je sûr, veux rebondir sur on ça va sur le aussi. mot de la fin. Exactement, parce que effectivement, on est à l'entreprise, on est une fonction. Quelque part, on s'adapte. C'est-à-dire quand on a des failles, exactement, quand on a des failles et quand on est conscient qu'il faudra les travailler, c'est quelque part, il y a cette énergie de les masquer, de ne pas être à 100% ce qu'on est le temps d'une situation. Mais maintenant, et ça ce qui est important, c'est dans notre démarche d'accompagnement, on va essayer d'évaluer jusqu'à quel niveau la personne peut résister ou peut changer un comportement. Est-ce que ça va lui demander un effort considérable et à long terme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être dans sa zone, ce qu'on appelle la zone de synergie, c'est-à-dire qu'elle est capable de modifier ce comportement, notamment l'exemple que j'avais donné de la prise de parole en public. Voilà, je ne suis pas à l'aise dans la prise de parole en public, mais j'ai développé des techniques, et c'est-à-dire je vais fournir un effort le temps d'une situation. Mais si forcément, ça me coûte beaucoup, c'est vers le psychiatre que je dois aller. Après, quand je rentre chez moi, etc., je lâche, je deviens ce que j'étais, je ne suis pas à l'aise dans la prise de parole. Nos énergies ne sont pas inépuisables. Quand je parlais tout à l'heure de composer, il faut savoir que c'est quelque chose d'actif. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est dispendieux en énergie. C'est de l'énergie psychique que l'on utilise et c'est pour ça que le stress est quelque chose qui use la personne nécessairement au bout d'un certain temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre générosité, pour les téléspectateurs, pour toutes les personnes qui nous suivent. Fatima El Hasni, vous êtes coach en développement professionnel. Dr Hachem Tiel, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Merci beaucoup pour votre présence avec nous. Moi, je reste avec vous. On enchaîne cette fois-ci avec ces petits bobos de l'hiver. C'est la saison et les nuits blanches avec les enfants aussi, rhume, otite, tous ces petits trucs, fièvre aussi. Eh bien, on va gérer ça avec le docteur Madani. À tout de suite. Allez, ces petits problèmes de l'hiver qui viennent nous empoisonner l'existence avec nos enfants. On vous en parle tout de suite et c'est plutôt le docteur Madani Abdelila, pédiatre, qui a les réponses et les solutions pour des journées, des nuits et un hiver plus paisible. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Justement, qu'est-ce qui est le plus commun, on va dire, en hiver? On vient vous consulter le plus souvent, pourquoi? En fait, depuis le mois d'octobre, donc au début d'automne et l'hiver, on voit surtout les infections respiratoires et les infections ORL, c'est-à-dire les germes qui touchent la sphère ORL, c'est-à-dire les rhinites, les pharyngites, les otites, les bronchites et qui peuvent décompenser d'autres maladies comme l'asthme par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge, on va dire, qui est plus sensible que d'autres? Est-ce que la toute petite enfance, voire les bébés, sont plus sensibles que d'autres enfants? Effectivement, donc ces maladies peuvent toucher le bébé à partir de la naissance. D'accord. Donc généralement, ils sont proposés quand la maman allaite pendant les 6 premiers mois, pas à 100%. Mais généralement, ça démarre surtout pour les bronchiolites en hiver. Donc, c'est des infections qui touchent les bronches des bébés à partir de 3-4 mois. Et déjà? Déjà, oui. Déjà, et des fois, c'est très méchant. Quand vous dites très méchant, ça veut dire? Très méchant, ça veut dire que des fois, c'est très grave. Donc, l'enfant peut séjourner en réanimation. D'accord. Et des fois, même, on peut perdre les enfants quand c'est très aigu, quand c'est très intense. Ok, et ça c'est vraiment dangereux pour les moins de 6 mois, moins de 3 mois? En fait, il y a la notion de l'âge et puis il y a la notion du terrain. D'accord. Par exemple, un enfant qui a une allergie, un enfant qui a un asthme, un enfant mal nourri, et même chez les grands des fois, donc ça se présente sous forme de bronchites, un enfant diabétique. Donc ces enfants risquent de faire des maladies très graves et des bronchites, des bronchiolites qui peuvent emporter malheureusement ces enfants. Alors ce que pour beaucoup d'enfants c'est considéré comme des bobos, les bobos de l'hiver, et les médecins disent, les pédiatres disent, c'est normal, ça fait partie de la construction de l'immunité d'un enfant. Vous aujourd'hui vous dites attention, il ne faut quand même pas prendre les choses à la légère? Heureusement c'est le cas. C'est vrai que dans plus de 90% des cas, il s'agit de pharyngite. C'est des virus obligatoires. Oui. Donc, mais dans certains cas, c'est vrai qu'il y a de la surinfection bactérienne. Donc c'est ça notre hantise. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison
qu'il y a des médecins ou la famille qui veulent démarrer l'antibiothérapie rapidement. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup de musculature, qui sont dénutris. Et ça peut engendrer une détresse Mais on va respiratoire. revenir vraiment aux choses basiques. Ok, vous avez tiré la sonnette d'alarme, c'est bien. Attention. Mais revenons aux choses basiques. Est-ce qu'il y a un âge critique? On dit souvent que l'entrée en crèche, l'année de la crèche, le premier hiver de la première crèche, c'est terrible pour les parents. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai parce que l'enfant n'a pas encore été en contact avec les virus. D'accord. Parce que j'ai dit, il y a des virus obligatoires. Et à chaque fois que l'enfant fasse une pharyngite, par exemple, qui est une maladie banale, je dirais pas gentille, ça y est, il va développer son immunité. Et donc, c'est un deuxième virus donc, qui risque de faire, quoi. Et la bronchiolite, c'est pas banal? Ça fait pas aussi partie ça fait partie des infections de l'hiver communes et courantes? La bronchiolite, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une bronchite chez l'adulte. Absolument. Seulement, un bébé de 6 mois, c'est quelqu'un qui n'a pas de défense et puis qui ne savent pas respirer par la bouche. Donc, ça donne de l'encombrement parce qu'il y a de l'hypersécrétion, il y a de l'inflammation et il y a du spasme, donc des bronches. Donc, l'enfant, à un certain moment, risque d'avoir des poumons bloqués. Ok. Et puis, ça vient de quoi? D'une bactérie ou d'un virus? C'est un virus. Donc, on ne peut pas lutter contre? Généralement, non. C'est comme la grippe. C'est comme la grippe. C'est comme la grippe et... Mais justement, quand les parents entendent ça, vous voient le dire, vous dites très bien, ça c'est un virus, on ne peut pas lutter, c'est comme la grippe, mais ça peut se développer en quelque chose de méchant. Moi, personnellement, en tant que maman, ça me fait peur ce que j'entends. Oui, ça fait peur, mais en tant que médecin, je préfère ne pas subir. Quand je parle comme ça, ce n'est pas pour effrayer les parents, c'est pour leur expliquer que dans plus de 90% des cas, ça marche. Donc c'est un traitement symptomatique, on aide l'enfant à respirer, mais dans 10% des cas, ces enfants s'aggravent, donc il ne faut pas tarder à voir un médecin. D'accord. Alors, la gastro, est-ce que c'est aussi une infection de l'hiver ou c'est plus un truc de l'été? Ça dépend des virus. C'est vrai qu'il y a la gastro de l'hiver. D'accord. Mais maintenant, avec la généralisation du vaccin, qui est disponible même, c'est-à-dire partout maintenant, on a vu le nombre diminuer de façon spectaculaire depuis 5-6 ans. Mais on a la gastro de l'hiver, oui. Alors, est-ce qu'on a par exemple des moyens de prévenir tout ça, notamment tout ce qui est problème de la sphère ORL? Certains médecins préconisent le lavage nasal régulièrement, voire au quotidien. Pour ou contre, docteur Madani? Quand l'enfant est encombré, quand il a des sécrétions, quand il n'arrive pas à respirer, c'est normal qu'on doit dégager le nez, comme on dit. Mais un enfant qui n'a rien, et généralement, on va l'agresser, et agresser surtout sa muqueuse nasale par ses manœuvres. Ah bon? Donc, c'est-à-dire on ne nettoie pas au quotidien avec du sérum physiologique ou du sel, de l'eau marine? Si l'enfant n'a rien dans le nez, on ne fait rien. C'est pas de la prévention? C'est pas de la prévention. Au contraire, on risque d'amener quelques germes pendant les manœuvres. Ok, d'accord. Une histoire aussi à gérer par les parents avec ces histoires de bobos, c'est la fièvre. La fièvre, donc ces infections de l'hiver sont souvent accompagnées de fièvre. C'est peut-être parfois le premier symptôme. Comment on gère efficacement la fièvre, docteur Madani? Donc si c'est viral, il y a des virus qui ne donnent pas de fièvre. Il y a certains virus qui donnent des fébricules à 38. Il faut savoir que la fièvre, c'est un mécanisme de défense. Ça rentre dans la défense immunitaire de l'enfant. Et puis la fièvre, ça... Donc c'est normal d'avoir de la fièvre? Oui. Il ne faut pas s'inquiéter? Ça bloque même la multiplication de certains virus. D'accord. Mais en même temps, on ne doit pas laisser un enfant avec 39-40 de fièvre. Parce que c'est crevant, c'est astreignant. Donc jusqu'à 38, on peut tolérer, il n'y a aucun problème. Mais à partir de 38, on peut utiliser certaines manœuvres ou certains médicaments qui abaissent la fièvre. Alors, on parle de manœuvres, justement? Manœuvre, c'est un petit bain, donc tiède, il ne faut pas trop le couvrir, il faut lui donner à boire, mettre une serviette tiède sur la tête, donc tout ça, ça l'aide à ce qu'il se débarrasse de la fièvre. Alors le bain, vous êtes pour? Parce que certains médecins disent attention, les études disent que ça peut donner des convulsions chez certains enfants. De toute façon, en médecine, il y a toujours des
Oui, des études non, pour ou donc contre. un enfant qui est 40, je ne vais pas le tremper dans une Oui, bassine à eau froide, Froide. eau tiède. De toute façon, un bain à plus de degrés, moins de degrés, pardon, de ce qu'il a. Par exemple, s'il a 39, je le mets dans un bain à 37, donc ça ne peut pas lui faire du de mal. On laisse combien de temps l'enfant dans le bain Bon, 10 minutes, un quart d'heure, le Quand temps même. Qui refroidisse. qu'il reprenne ses forces. On dit souvent aussi qu'on peut agir sur la fièvre en mettant des compresses au niveau de certains points du corps, notamment sous les aisselles, au niveau de la racine du cou, au niveau des plis de laine. C'est vrai? C'est vrai, mais le plus important, c'est sur le front, parce que la hantise, c'est l'atteinte du cerveau. D'accord. Parce que à chaque fois qu'il y a un stress, de façon générale, le sang se dirige vers le cerveau, pour protéger le cerveau, parce que c'est l'organe le plus sensible à l'époxy. Donc, une serviette sur le front, donc ça permet de refroidir quand même le Ça, c'est crâne. pour les manœuvres, vous l'avez dit. Il y a aussi le traitement. Alors, paracétamol, ibuprofène, qu'est-ce que vous conseillez, docteur? Moi, je conseille toujours de commencer par du paracétamol. C'est pas pour défendre le médicament, parce que l'ibuprofène, ça reste toujours un anti-inflammatoire au début. Et puis pour les Mais pour beaucoup de salicylés, parents, c'est beaucoup plus efficace que la c'est paracétamol. efficace, oui, mais il ne faut pas toujours chercher ce qui est efficace, parce que des fois, on a des effets adverses. Et pour les salicylés, par exemple, c'est un très bon médicament contre la fièvre, mais si l'enfant, l'après-midi, c'est une infection chirurgicale, doit être opéré, on ne peut pas le faire parce que pour la coagulation, c'est pas bien. D'accord. Par exemple, et certains virus peuvent interagir avec certaines molécules, et ça peut engendrer d'autres syndromes. Mais par exemple, quand les médecins disent, vous pouvez alterner paracétamol et ibuprofène toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, vous allez justement nous dire toutes les combien, c'est important de préciser, parce que justement la fièvre ne baisse pas. Alors on donne de la paracétamol, 3 heures après la fièvre ne baisse pas, on donne de On peut l'ibuprofène. donner de l'ibuprofène ou de l'ibuprofène. Mais quand on effectivement. vous entend dire attention, certains virus peuvent réagir avec le ibuprofène, ça nous inquiète en tant que parents. C'est-à-dire que pour vous, en tant que médecin, vous maîtrisez votre sujet, mais nous, on est de simples parents, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. Ça reste toujours des cas, malheureusement. Mais prenons l'exemple que c'est un risque de 1%. En une semaine, je vois 100 enfants. Un cas, c'est beaucoup. D'accord. Un cas par semaine, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas des maladies qui courent les rues. Donc, il n'y a pas de règle absolue en médecine. C'est ça le problème. La médecine n'est pas une science exacte. Mais de façon générale, pour rassurer les parents, c'est quoi le protocole face à une fièvre? Pour rassurer les parents, de toute façon, c'est ma façon de voir les choses. La fièvre, généralement, on peut la tolérer. Le risque, c'est les convulsions fébriles. D'accord. C'est ça ce qui On nous fait tolère la peur. fièvre jusqu'à quel degré? 38,5, 39, on doit commencer à agir. Mais jusqu'à 38,5, il n'y a aucun problème, sauf chez les enfants qui sont prédisposés à faire les convulsions fébriles. Comment on sait qu'un enfant est prédisposé? Malheureusement, on ne peut pas le savoir. On le sait à partir de la première crise. D'accord. Mais là aussi, une convulsion fébrile, ça fait peur aux parents, ça fait peur même aux médecins, mais généralement, et dans plus de 99%, ça ne laisse pas de problème. D'accord. Si elles sont prises au début. Comment il faut réagir en tant que parent face à une crise de convulsion? Une crise de convulsion, il faut mettre l'enfant sur un côté, le droit ou gauche. Donc il n'y a pas de différence, mais surtout pas sur le ventre, d'accord? D'accord. Donc il faut éloigner toute chose qui peut être dangereuse pour cet enfant, donc parce qu'il risque de se faire mal. Donc on peut attendre 5 minutes, une crise convulsive ne tue pas, donc je rassure les parents pour une fois, donc ça ne tue pas. On prend notre temps, si ça continue, on se dirige vers l'hôpital ou la clinique la plus proche, on fait une petite injection donc du Valium intrarectal, on a 30, 40, 1 heure devant nous, il faut fermer sa porte, parce que des fois ça se passe très très mal. Donc vous dites il faut réagir en mettant l'enfant sur le côté, vous rassurant en disant que ça ne tue pas, mais que la prise en charge est nécessaire. Est nécessaire, et puis pour les enfants qui en font régulièrement, donc les parents doivent avoir un médicament à la maison, et puis dès qu'on le met
en intrarectal, donc pour l'enfant, aux enfants, la convulsion s'arrête. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur prie, Madani Avleila. Vous êtes pédiatre, plaisir de vous retrouver prochainement. En tout cas, on espère vraiment que vous avez eu un petit peu les clés pour dépasser ces bobos de l'hiver. L'interview est à retrouver sur medientv.com. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous, les téléspectateurs, pour votre fidélité. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver quand vous voulez, également sur Médien Radio.